Très bien, revenons à l'économie nationale. En 2010, vous l'avez rappelé tout à l'heure, le 18 octobre exactement, vous affirmiez sur ce même plateau de la RTI, et je vous cite, « Notre situation économique est exsangue ». Fin de citation. 5 années après, votre diagnostic est-il toujours le même? Je ne suis pas celui qui nie tout, même l'évidence. Bien entendu, l'économie a frémi. Il y a eu du mouvement. Entre-temps, 25 000 milliards, sinon plus, est passé au budget qu'on a dépensé. Des ouvrages sont sortis, je l'ai dit tantôt. Au niveau infrastructure, beaucoup de choses ont été faites. L'économie a bougé, sauf que l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens n'a pas beaucoup changé. Voici mon constat. Même avec les salaires qui ont augmenté, avec un certain nombre d'initiatives, le SMIC, un certain nombre d'initiatives qui ont été prises au niveau du monde rural? Oui, bien entendu. Vous savez, j'ai lancé ma campagne le lundi dernier dans les rues du Plateau et un frère ivoirien, Vigile, m'a approché pour me dire, Président, le SMIC, si vous êtes là, est-ce que ça va être appliqué? Ça veut dire que oui, la décision est prise, mais dans la pratique, ils sont nombreux, nos concitoyens, qui touchent encore bien en dessous du SMIC. Ceci étant, c'est une décision à saluer. Il faut regarder maintenant l'application de cette décision sur le terrain. Nous sommes d'accord là-dessus. L'augmentation des salaires, c'est une chose excellente. Mais vous êtes l'économiste et vous savez que l'augmentation va aussi avec l'inflation. Et vous comprenez aujourd'hui la cherté de la vie. Quand ces salaires ont été bloqués pour tant d'années, bien sûr, ce qui a été fait est salutaire, mais ça n'égale pas encore le niveau de l'inflation, de sorte que le niveau de vie, cher ami, n'a pas véritablement changé. Alors vous, Président, que feriez-vous pour la mise en œuvre effective ou l'application effective de l'augmentation du SMIC et surtout la maîtrise de l'inflation? Pour le SMIC, comme pour toutes ou pour beaucoup d'autres décisions, c'est le contrôle. L'État régalien doit pouvoir veiller à l'application des décisions qu'elle prend. Et là-dessus, nous devons travailler à faire intervenir des structures qui auditent derrière et périodiquement toute l'application de toutes ces décisions. Moi, je travaillerai à mettre, en tout cas en place, des structures, où je solliciterai même des structures d'envergure internationale pour nous aider à appliquer effectivement ce qui a été décidé, surtout par la loi. Au niveau de la maîtrise de l'inflation, il y a une chose. Pourquoi les coûts s'envolent? Pourquoi les prix sont inaccessibles? C'est parce que la production n'est pas suffisante. Il n'y a pas deux solutions. Il faut que nous produisions. Il faut que nous inondions nos marchés de produits. Et ce pays est un pays immensément béni de Dieu. Il n'existe pas une seule localité en Côte d'Ivoire où il n'y a pas une richesse spécifique. Il faut travailler à la production et nous maîtriserons l'inflation. Alors, nous allons revenir à la production dans la suite de cette émission. Alors, vous parlez d'inflation. Aujourd'hui, vous estimez le taux d'inflation à combien? Parce que nous sommes en économie et vous êtes candidat à la présidentielle. C'est dire que vous avez fait des études sérieuses et vous avez des chiffres assez sérieux. Aujourd'hui, vous estimez l'inflation à quel taux? Je suis candidat à l'élection présidentielle. J'ai un certain nombre de statistiques, de chiffres face à l'électeur.
je ne suis pas venu véritablement abreuver mes concitoyens de chiffres. Je sais que depuis au moins une vingtaine d'années, dans ce pays, les salaires n'ont pas bougé. Et que ce qui coûtait il y a 20 ans 100 francs coûte aujourd'hui 300 francs. Vous voyez, je suis là dans l'ordre de quelquefois 200 à 300% d'inflation. Bien sûr, nous avons essayé, les gouvernements successifs ont essayé quelquefois de briser un peu cette inflation infernale. Mais la crise que nous avons connue nous a ramenés à là. De sorte qu'aujourd'hui, l'inflation, pour moi, est largement au-dessus du double des prix. D'accord. Alors, Kono Kwadjo-Siméon, bonsoir. Bonsoir. Permettez-moi de réouvrir la brèche tout à l'heure, on va dire fermée entre guillemets par Sylvie. Vous parlez de production. On sait que la Côte d'Ivoire est un pays à forte production vivrière, alors qu'il n'est nullement fait mention, enfin, pour ce que nous avons pu constater dans votre projet de société, de certaines précisions concernant la production vivrière en Côte d'Ivoire. Et c'est-à-dire que durant votre quinquennat, la Côte d'Ivoire dépendra de façon particulière de l'extérieur. Nous ne voyons pas d'aspect, nous n'avons pas encore décelé d'aspect vraiment particulier concernant les productions vivrières. Pourquoi? Comment vous l'expliquez? Vous n'avez pas très bien lu mon projet de société. Aussi, je crois que je m'en suis bien imprégné. D'accord. Alors, je vais vous expliquer. Peut-être que vous allez trouver la partie. Je ne dis pas exactement que nous allons produire tel, mais je dis la chose suivante. Je dis généralement, les gouvernants investissent à partir du sommet, en espérant que ça descende jusqu'à la base. Mais dans nos systèmes, vous avez bien compris que les coupeurs de route ont vite fait d'empêcher que ça arrive. J'ai dit, quand j'arrive, je vais investir à partir de la base. Donc, la masse paysanne. Et je dis, j'irai dans chaque village. Et quand j'arrive dans chaque village, dans chaque contrée, je dis, qu'est-ce qu'il y a de spécifique chez vous? Quelles sont les potentialités ici? On me dira, il y a du manioc. On me dira, ici, on fait de l'arachide. On me dira, là, nous avons une rivière qui peut produire donc, du poisson, donc on veut pêcher. Et nous investissons à la base, auprès des jeunes, auprès des femmes, pour produire quoi? Produire ce qu'il y a de spécifique dans ces zones. Donc du manioc, donc de l'igname, donc de la banane. Ainsi, je vais augmenter la production nationale. Alors nous reviendrons certainement sur ce que vous comptez faire pour les jeunes et les femmes, et permettez que nous puissions revenir sur un aspect, n'est-ce pas, qui a été abordé un peu plus haut, concernant bien sûr la situation économique de la Côte d'Ivoire. Nous savons qu'un forum Investir en Côte d'Ivoire s'est tenu ici même, et ce forum a porté toutes ses promesses avec plus de 4 000 milliards d'intentions, ce qui est d'ailleurs à saluer. Durant votre quinquennat, à quoi doivent s'attendre les Ivoiriens pour vraiment véritablement booster l'économie ivoirienne? La Côte d'Ivoire est un pays solide, cher ami. Et dans ce pays, on a besoin d'une seule chose, de la paix. Ce que nous avons pu réaliser, ce que le chef de l'État sortant a pu réaliser, pour moi, n'est rien à côté de ce que la Côte d'Ivoire peut capter. Ce pays, les pères fondateurs, le président Félix Houphouët-Boigny et ses compagnons l'ont doté de fondements solides. De sorte qu'il suffit tout simplement qu'il y ait le calme, qu'il y ait la paix, pour qu'à nos frontières, les investisseurs affluent. 4 000 milliards, c'est beaucoup d'argent. La Côte d'Ivoire vaut bien plus. C'est pour ça que nous y arriverons. Je veux faire véritablement de la réconciliation, qui est la condition de la paix, mon cheval de bataille. Et quand cette réconciliation sera une réalité, vous verrez que l'émergence, on peut même l'atteindre au bout de 5 ans. Soit. Je vous en prie. Oui. Vous savez que l'indice Mo Ibrahim situe la Côte d'Ivoire parmi des pays réformateurs, des pays
qui évolue dans le sens qu'on souhaite. Quelle analyse vous en faites, vous aussi? Vous êtes d'accord? Oui, je l'ai entendu aussi par le président sortant hier. Oui, ce sont des indicateurs qui sont respectables de par le monde et je suis fier que mon pays, la Côte d'Ivoire, puisse être ainsi noté favorablement. Mais je veux dire, les indices MO, les indices Banque mondiale, FMI, ce n'est pas ça que mon peuple, ce n'est pas ça que mon oncle au village, ma tante au village attend. C'est la matérialisation, l'amélioration concrète de ses conditions de vie dans son assiette. Voici la vérité. Vous savez, on a un taux de croissance faramineux, des plus importants au monde. Mais je crois que le président de la République hier le disait avec fierté, mais il le disait aussi que ça demande maintenant d'être transféré aux citoyens, aux concitoyens. Donc, je pense qu'il faut qu'on travaille beaucoup plus en direction de l'Ivoirien. Je vais vous dire une chose, mon analyse et ma vision de la chose. Vous savez, le pays, la Côte d'Ivoire, c'est d'abord une sphère géographique, un territoire, 322 000 km², mais c'est aussi une nation, donc un peuple. Quand on investit dans le pays physique, il faut investir dans le peuple, dans l'Ivoirien. C'est ce qui n'est pas suffisamment fait. Et ça signifie quoi concrètement? Ça signifie quoi, investir dans l'Ivoirien? Investir dans l'Ivoirien, madame, voudrait dire, par exemple, comme je le dis, de prendre sur la partie que nous investissons pour les infrastructures économiques, les ponts, les routes, d'en prendre une partie pour investir dans la santé, pour augmenter le budget de la santé, pour augmenter le budget de l'éducation nationale, pour la formation des femmes et des hommes de cette nation. Allez, comme je l'ai dit tout de suite, prendre une partie de ce budget, investir à la base, aider nos femmes à la base et ne pas attendre de façon spontanée pour poser des actions de générosité. Voici ce que j'appelle investir dans l'Ivoirien. D'accord, nous allons... Je voudrais quand même dire qu'en Côte d'Ivoire, le budget pro-pauvre, comme les institutions de Bretton Woods l'ont appelé, le budget pro-pauvre ont augmenté depuis quelques années. Quand on prend simplement l'éducation, 28% du budget vont à l'éducation. C'est quand même considérable. C'est quand même considérable. Et puis tout à l'heure, parlant du taux de croissance, vous avez dit qu'il est important que la population restant cela dans son panier ou bien dans sa vie quotidienne. Mais n'oublions pas aussi que la Côte d'Ivoire a traversé une longue crise. Et donc, il faut un temps de croissance positive pour arriver à avoir l'impact véritable de cette croissance dans la poche de chacun d'entre nous. Je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur l'économiste. Mais le super économiste qui était ici hier, avant moi, avait dit il y a 5 ans qu'en 5 ans, il améliorerait mieux et il changerait les conditions de vie des Ivoiriens. Donc en 5 ans, on pouvait bien le faire. Konadio Siméon, il a aussi dit hier, on l'a tous écouté, et quand il faisait ses prévisions, c'était sans compter qu'il y aurait une crise. Vous êtes Ivoirien, vous avez vécu ici, c'est vrai que vous avez disparu après les élections, mais je sais que vous étiez en Côte d'Ivoire, vous avez connu la crise qu'on a vécue et vous savez combien de fois les crises détériorent tous les fondamentaux d'un État. C'est un processus, à vous entendre, c'est comme si rien n'avait été fait et que vous venez avec un bâton magique pour redresser la situation. Il n'y a pas de processus avec vous apparemment, c'est tout de suite et en même temps. Si telle est votre compréhension de ce que j'ai dit, c'est que vous m'aurez mal compris, madame. Expliquez-vous pour qu'on vous comprenne mieux. Non, c'est vous qui ne me comprenez pas, les Ivoiriens me comprennent très bien. Je ne crois pas. Ce que je veux vous dire, madame, j'ai entendu le président sortant, à chaque fois qu'il était coincé par une question hier, ressasser ce que vous êtes en train de me dire. J'étais en Côte d'Ivoire. J'ai été candidat à l'élection présidentielle 2010. Je suis donc
bien placé pour vous dire que j'ai tout suivi, n'est-ce pas? Quand on dit que la Côte d'Ivoire, j'ai trouvé la Côte d'Ivoire en état de déconfiture, j'ai trouvé la Côte d'Ivoire qui était quasiment en banqueroute. Mais madame, où était ce monsieur qui dit avoir trouvé la Côte d'Ivoire dans cet état? Il était où? Il est venu d'où? Alors, nous étions... Vous qu'on parle aujourd'hui, oui, vous ne répondez pas aux questions. Je suis en train Les de Ivoiriens répondre. ont envie de connaître vos recettes, Kwadjo Konan Siméon. Madame, envie de connaître vos recettes et votre démarche pour sortir, pour faire développer le pays comme vous le prétendez. Écoutez-moi, madame, je suis candidat à l'élection présidentielle. Je suis candidat, il y a un président sortant qui a un bilan. Tous les candidats qui passeront ici ont un devoir de poser un diagnostic et de proposer des solutions. Si vous voulez bien, cette crise que nous avons connue ici, d'ailleurs qui dure depuis 2 décennies et plus, tous les acteurs politiques sont partie prenante. Et leur responsabilité est irrécusable, je le dis, devant la nation. Et en 2010, il y a eu une élection à la suite de laquelle il y a eu une guerre. La Côte d'Ivoire, à ce que je sache, n'a jamais perdu ses fondamentaux. La situation, le pays en déconfiture, moi je ne l'ai pas vu. Parce que nous n'avons pas passé un seul mois sans pouvoir payer nos fonctionnaires ici. L'État n'a jamais été arrêté en Côte d'Ivoire. Je me souviens que lorsque le président Laurent Gbagbo, lui aussi, à chaque fois qu'il y avait des problèmes, disait « Ah, le pays est coupé en deux ». Eh bien, nous étions tous à dire « Mais enfin, le pays est coupé en deux, mais le budget est quand même voté ». Donc, c'est un argument, un prétexte qui ne peut tenir. D'accord. Les Ivoiriens vous ont compris. On va poursuivre avec le volet agriculture. Juste avant le volet agriculture, moi je voudrais revenir rapidement sur un aspect des choses. Très rapidement. Alors, je voudrais me faire le porte-parole de l'Ivoirien qui est dans son village et qui a juste envie de savoir comment est-ce que vous comptez traduire cette croissance inclusive dans la poche de l'Ivoirien. Comment est-ce que vous comptez lui faire ressentir, n'est-ce pas, les aspects bénéfiques de cette évolution économique? Je construirai autrement cette croissance. Et comment? Car aujourd'hui, cette croissance est construite sur la base de l'industrie minière, pétrolière. Je vais investir dans l'industrialisation. Si la croissance que nous avions aujourd'hui était portée par l'industrialisation, c'est-à-dire par des unités, ne serait-ce que de transformation, la croissance serait dans l'assiette et dans la poche de l'Ivoirien. D'accord. Et puisque nous parlons d'industrialisation et de production, permettez-moi de rebondir sur un aspect, on parle également d'agriculture. Comment appréciez-vous l'augmentation quasi générale des prix Borchamp, des produits agricoles décidés récemment par le gouvernement? Très bonne chose, j'attends que ce soit appliqué, puisque la décision vient d'être prise. Ok, on reste dans le secteur agricole, mais je voudrais tout juste revenir un peu sur le taux de croissance. Quels seront, selon vous, les vrais moteurs de la croissance inclusive? Ça rejoint la question qui vient de m'être posée. Je souhaite que vous soyez encore plus concis. Il faut investir, je l'ai dit, dans la transformation de nos produits agricoles. Rien que ça. Déjà ça, c'est déjà quelque chose d'important. Ok, c'est votre avis. Et au niveau du financement des PME, aujourd'hui, le besoin de financement des PME est une question préoccupante. Est-ce que vous venez avec une solution, président, que vous serez si vous êtes élu? Au niveau de l'investissement des PME, donc du secteur privé, du financement du secteur privé en général, le devoir de l'État est de construire l'environnement. Et là-dessus, du travail est fait en ce moment. Il faut continuer d'assainir l'environnement des affaires.
en Côte d'Ivoire. L'assainissement de l'environnement, c'est aussi travailler à la paix. S'il y a la paix, les investisseurs viendront investir sur des pans de l'économie qui permettent de financer les PME. D'accord. Vous allez nous donner, avant la fin de cette émission, vos recettes pour la paix. Les Ivoiriens ont également des besoins d'emploi et il y en a encore beaucoup qui sont en proie à la pauvreté. À ce chapitre-là, on peut vous demander tout de suite quelle politique pour l'emploi, pour trouver ou créer des emplois pour la jeunesse ivoirienne. Je suis venu d'une réunion avec des associations de la jeunesse pour atterrir sur votre plateau. Et là-dessus, j'ai une proposition concrète. Le chômage, la question de l'emploi des jeunes ne peut être réglée que si nous donnons d'abord une bonne formation à cette jeunesse. Pour moi, c'est fondamental. J'y travaillerai. Ensuite, pour les jeunes qui ont fini, qui ont leur diplôme et qui cherchent de l'emploi, à quels problèmes sont-ils confrontés? On leur demande de l'expérience. Comment celui qui n'a jamais eu un premier emploi peut avoir de l'expérience? Donc là-dessus, nous voulons proposer un contrat social aux entreprises qui l'accepteraient. Ces entreprises-là, on leur ferait des aménagements fiscaux pour qu'ils acceptent donc d'embaucher ces jeunes diplômés. Alors, votre projet prévoit la création d'1,5 million emplois. Tous ces jeunes, c'est dans les entreprises où vous comptez les insérer? Non, madame. J'ai dit dans le domaine agricole, dans le domaine agropastoral, dans le domaine même industriel, mécanique, le tourisme, la culture. Voilà, des créneaux où je compte diriger. Alors, à la lecture de votre projet, on réalise sur la question emploi que il n'y a pas de données chiffrées. On ne sait pas. Vous proposez seulement de créer 1,5 million emplois au terme de votre quinquennat, si éventuellement vous êtes élu, mais on ne sait pas quelle proportion ira dans les différents domaines. Est-ce que vous avez fait une étude ou pas, ou vous pensez qu'il y a encore de la place dans les domaines que vous citez? Oui, absolument, madame. Nous sommes dans un pays agricole qui restera, je crois, agricole pendant encore de longues années. Et les jeunes m'ont tout de suite interpellé là-dessus. Les jeunes de 25 à 40 ans, 35 ans, ils sont à environ 9 millions, ils me disaient. Et ils me disaient, vous créez pour 1,5 million et les autres 7 500 000. Non, même les 9 millions, on aurait pu les caser. Mais je suis réaliste. Il s'agit d'un quinquennat. Et je pense que si nous arrivons à 1,5 million, plus les 2 millions que le chef de l'État sortant a déjà créés, nous serions en train de résorber véritablement ce problème. Donc, dans le domaine agricole, il y a des débouchés. Dans l'informel, donc dans les services, dans le commerce, il y a du créneau. Donc, madame, je ne fais pas... Dans le commerce, dans les services ou dans l'informel, c'est quand même surprenant. Insérer des jeunes dans l'informel. Mais l'informel, c'est quoi? Oui, répondez à la question. L'informel, c'est quoi pour vous? L'informel, c'est tous ces jeunes qui se retrouvent dans des petits commerces. Donc l'auto-emploi, en fait. L'auto-emploi, n'est-ce pas? Moi, je veux encourager à la création d'emplois par les jeunes eux-mêmes, à l'entrepreneuriat des jeunes. Mais pas dans le secteur informel, sinon l'État n'en tirera pas grand profit. Enfin, moi, je ne sais pas. Laissez-le répondre à cette question. Ouais. Non. Le secteur informel, c'est le secteur qui échappe, n'est-ce pas, à l'État.
Et vous, Président, vous entendez laisser un secteur vous échapper? Mais il n'y a aucun pays qui réussit à maîtriser, en tout cas dans les secteurs formels organisés, il n'y a aucun pays qui élimine totalement l'informel. Mais l'informel... Et vous n'entendez rien faire pour ça, c'est encore plus grave. Mais bien entendu. À vous entendre, vous voulez une politique de développement du secteur informel? Non. Le secteur informel est la partie qui n'est pas maîtrisée par l'État, mais qui nourrit les populations. Alors moi j'ai envie de savoir, quel équilibre faites-vous entre l'insertion de jeunes dans le système formel et l'incitation de jeunes à l'entrepreneuriat? Quel équilibre faites-vous? Non, c'est pas... C'est deux notions. C'est deux choses différentes. Deux choses différentes. Vous convenez avec moi que c'est deux choses différentes? C'est deux choses différentes. D'accord. Et si on parlait de balance, si vous aviez à choisir en termes de positionnement pour permettre à cette jeunesse de pouvoir se prendre en chasse, pour laquelle des balances vous pencherez? Bien sûr, l'entrepreneuriat. Et quelles sont les raisons qui pourraient motiver ce choix? Eh bien, tout simplement parce que nous sommes dans un pays où l'État ne peut pas tout absorber, où les jeunes sont bien formés, sont qualifiés, et donc peuvent s'installer à leur propre compte. Et c'est une politique que j'encouragerai avec force. Car moi, je veux des Ivoiriens qui sont patrons. Je veux des Ivoiriens qui embauchent leurs compatriotes. Alors, les 1 500 000 emplois que vous entendez créer pour les jeunes, c'est sur 5 ans ou c'est sur 1 an? C'est sur 5 ans, je vous l'ai dit. Sur 5 ans. C'est déjà une performance. Si vous entendez développer l'auto-emploi, cela veut dire qu'il faut déjà, dans le système scolaire, inculquer l'esprit d'entreprise à ces jeunes. Donc, ce qui veut dire qu'au niveau du système scolaire, déjà, vous devez prévoir des choses, disons des démarches, un cursus. Absolument. Des filières adaptées. Si vous allez dans mon projet de société, je dis qu'il faut redéfinir. Il faut redéfinir le rôle de l'école dans la société. Il faut retravailler sur nos matières, en tout cas sur la formation que nous donnons à nos jeunes. Car aujourd'hui, nombreux sont ceux qui sortent avec des diplômes, mais qui sont totalement en inadéquation avec le marché du travail. Donc, bien entendu, pour former... reformuler sa question pour qu'on la comprenne mieux. Alors, le problème, vous voulez encourager l'auto-emploi ou inciter l'auto-emploi. On n'a pas encore perçu le comment. Vous partez d'où pour arriver où? Vous le faites comment? Oh, mais enfin, madame, vous êtes bien décidée à m'embarrasser, mais non, vous ne réussirez pas. Non, vous êtes là pour convaincre les Ivoiriens sur les recettes que vous leur apportez. Oui. Et notre rôle est de vous demander comment vous comptez le faire. C'est simplement ce qu'on fait, sans plus. Si vous lisez mon projet, je dis que nous allons faire en sorte que dans les matières que nous enseignons, ces matières insistent sur la qualification de nos étudiants, de nos apprenants, pour qu'ils s'établissent à leur propre compte en sortant. Donc le processus commence dans la formation, dans l'école. Voilà comment je pars, madame. D'accord. Et après l'école? Après l'école, il faut aider ces jeunes à s'installer. Et c'est pour ça que toujours dans mon projet, je prévois des fonds pour aider ces jeunes à s'installer. Voilà, je vous comprends mieux à présent. Après la formation, on met sur pied un fonds qui aide les jeunes à s'installer. Exactement. Merci. Merci, voudrais tout juste Kona Kwadjo Siméon, lire un peu ce que vous avez mis dans votre projet de société. Je propose la création de passerelles entre l'éducation nationale et la formation professionnelle pour permettre à cette frange d'élèves d'avoir un métier pour s'installer à leur propre compte ou se faire embaucher par les entreprises qui les intéresseraient fort de leur qualification.
Ok, donc nous vous comprenons. Donc, maintenant, concernant l'emploi dans le secteur agricole, est-ce que c'est avec l'agriculture qui se fait avec de la daba que ces jeunes-là s'intéresseront au secteur agricole, ou bien vous avez une politique de mécanisation de l'agriculture qui fait date, on en parle toujours, mais ce n'est pas toujours évident. Alors avec vous, est-ce qu'on va arriver à la mécanisation agricole pour que ce soit un secteur qui attire beaucoup de jeunes? La mécanisation de l'agriculture était un rêve cher du président Félix Houphouët-Boigny. Et tous les successeurs avaient promis de relever ce défi. Ça n'a pas été fait. Sur ce plateau, le 18 octobre 2010, j'avais pris l'engagement, en rendant hommage au Père de la Nation, de faire en sorte que ce vœu cher soit réalisé quand je serai président de la République. Eh bien aujourd'hui, si nous voulons effectivement intéresser nos jeunes à l'agriculture, nous ne pouvons pas le faire avec la daba. Donc la politique de mécanisation doit être implémentée avec les moyens de l'État, en aidant ces jeunes à s'installer dans le grand bien et dans le grand intérêt de l'État de Côte d'Ivoire. Il faut mécaniser. Nous parlions à l'instant d'éducation. Permettez-moi de revenir sur cet aspect qui est fort important pour le développement d'une nation. On le sait, une nation développée repose d'abord sur son éducation. Alors, votre projet de convoquer les états généraux de l'école, justement, parlons-en. Avant d'arriver à l'éducation, permettez-moi, il y a aussi dans le chapitre qu'on va terminer tout à l'heure, le volet lutte contre la pauvreté. Et en Côte d'Ivoire et dans bien des pays africains, on a pour habitude de dire que la pauvreté a un visage féminin, pour dire que la pauvreté, ce fléau, donc frappe de plus en plus les femmes. Est-ce que vous êtes de cet avis et pour vous, cela est dû à quoi? Je suis de cet avis, c'est un constat que tout le monde fait. Cela est dû à quoi? Cela est dû, je pense, à la formation. Et je pense qu'il faut faire en sorte que la formation, d'abord l'éducation de la jeune fille, soit une priorité nationale. Que la formation, le renforcement des capacités des femmes puisse être quelque chose de perpétuel. Et c'est pour ça que dans le projet que je propose aux Ivoiriens, je propose vraiment d'aider les femmes, parce que vous savez, avec les difficultés que nous avons connues, les crises que nous avons connues, le poids familial a bien souvent été supporté par la femme qui s'est démêlée corps et âme pour éviter quelquefois l'humiliation à son homme. Donc oui, il y a la formation, il y a l'éducation et je pense que la femme dont on connaît les capacités morales, spirituelles et intellectuelles sont une chance pour le monde et donc pour la Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, je vais revenir encore à comment la formation des femmes et l'encouragement des femmes à la formation, comment vous comptez les réussir? Peut-être en créant des lycées professionnels, des lycées de jeunes filles, ou quelle sera votre solution? Sinon, vos recettes dans ce... D'abord, on parle de plus en plus d'éducation pour tous. Il faut déjà veiller à ce que la petite fille soit scolarisée. Ainsi, nous commençons par mettre la femme sur la route de son émancipation pour concurrencer tout le monde, les hommes, partout. La formation pour celles qui n'ont pas eu la chance de fréquenter l'école. L'alphabétisation. C'est un programme qu'il faut intensifier, qu'il faut continuer. Celles qui peuvent faire du commerce, le renforcement de leurs capacités. Il faut créer des séminaires, les encadrer. Ainsi, je pense qu'on peut leur donner
des capacités de se défendre. D'accord. Alors, ça me donne l'occasion de